c'est parti. Bonjour, donc nous sommes là avec Marie-Pierre Cuminal, Sandrine Pincemin et moi-même, François Stéphan, pour vous présenter un peu ce qu'est la formation technologique des 2 premières années, là où est votre fils ou votre fille, et la formation bachelor. Donc, ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps de vous présenter les grandes lignes, vous donner quelques mots sur l'école, vous préciser dans quel environnement votre enfant travaille. Et puis, par la suite, il y a Marie-Pierre et puis Sandrine qui donneront plus de détails sur les programmes, sur ce qui est attendu en première année, sur notre organisation. Voilà. Et vous pourrez poser des questions via un chat voilà, qui vous est proposé au fil de cette présentation. Alors, je vais pas passer beaucoup de temps sur la présentation de l'EPF, hein, vous la connaissez très probablement. C'est une école qui est une vieille école, hein, elle date de 1925, donc c'est une école qui est née de Marie-Louise Paris, qui était pionnière en la matière, puisque c'était une femme qui a souhaité monter cette école parce qu'elle estimait qu'il y avait, à juste titre d'ailleurs, qu'il y avait très peu de femmes présentes dans les écoles françaises à l'époque, et elle a souhaité mettre en place cette école EPF en 1925. Alors cette école a évolué, elle s'est transformée en fondation au fil du temps, et maintenant elle a une reconnaissance au plan national avec 3 campus, environ, on est presque 2500 étudiants, et reconnue avec des formations reconnues par la CTI. On est membre de la conférence des grandes écoles, on fait partie d'un certain nombre d'organisations d'enseignement supérieur en France. Voilà, et on est toujours en cours de développement, et c'est une école qui a, de par son histoire, un pourcentage de filles qui reste important, puisqu'on a environ 30 à 40% de filles, en fonction des formations, 30 à 40% de filles dans nos formations, ce qui est bien supérieur à la moyenne des écoles françaises généralistes. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais les valeurs de l'école sont importantes. C'est ce qui transparaît au niveau de l'ambiance des campus et l'environnement de formation. Donc, ces valeurs sont l'innovation, l'audace et l'engagement. Voilà, on travaille sur cet engagement auprès des étudiants avec un accompagnement qui est important. Hein, voilà, si ça vous a été reporté par vos enfants, c'est une marque de l'école. Hein, Marie-Pierre et Sandrine ont des petits effectifs, et ces petits effectifs permettent de suivre ces étudiants régulièrement. L'innovation, à la fois sur la partie pédagogique et aussi sur la partie technique. Voilà, c'est une école qui innove, qui va de l'avant, qui s'inscrit dans le futur. Et puis l'audace, c'est l'idée de ne pas rester sur les acquis, de se projeter dans un monde qui bouge, dans un monde qui est en mutation, qui est en transition. Et voilà, ce sont des valeurs qu'on partage avec à la fois le corps enseignant et avec les jeunes.
On essaye sur les campus de responsabiliser les étudiants. On les rend responsables, on les rend autonomes, on les rend agiles et ils sont accompagnés pour cela, mais c'est tout un apprentissage et ce pas qu'ils doivent franchir entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, voilà, à travers cette responsabilisation, ces respects, cette solidarité qu'on essaye de développer au niveau des campus. On a à ce propos un engagement des étudiants par la signature d'une charte sur le comportement. On pense que c'est quelque chose d'important si on veut travailler en responsabilité, mais aussi en équipe. On cherche en particulier sur les formations technologiques et sur les formations de bachelor à ce que les étudiants travaillent ensemble. Ils sont différents. L'idée, c'est de les amener à aider l'autre, à essayer de retrouver une information chez le camarade pour faire grandir, pour mieux comprendre, pour partager. Voilà, c'est un mode de formation un peu collective qu'on essaye de mettre en place. Alors, vous le savez bien, on est dans une situation qui est un peu particulière du fait de la crise sanitaire. Bien entendu, toutes les choses sont mises en place sur les campus avec des consignes strictes pour permettre de garantir une sécurité, la santé de l'ensemble des gens, l'ensemble des acteurs. Et au niveau des pédagogies, on met en place un certain nombre de choses qui étaient déjà présentes au préalable, et qui sont nouvelles aussi pour cette année et qui permettent d'avoir un fonctionnement qui soit voilà, adapté. Alors, pour cela, on a développé une pédagogie hybride. Alors, la pédagogie hybride, c'est une pédagogie active qui n'est pas nouvelle ici sur le campus de Montpellier, ou sur les campus. On a mis ça en place en 2012 à l'EPF, mais c'est une pédagogie qui est à la fois accompagne l'étudiant davantage lorsqu'il est en présence en cours et qui le rend autonome pour qu'il développe la compétence d'apprendre à apprendre lorsqu'il est en autonomie, lorsqu'il est devant son ordinateur. Et on a à peu près 20% d'enseignement qui est dispensé dans ce qu'on appelle un enseignement en asynchrone, où il est autonome et il est guidé par l'enseignant pour aller chercher de l'information, pour apprendre de lui-même, et après c'est discuter, c'est valoriser lorsqu'il est en présentiel avec l'enseignant. Voilà, c'est une pédagogie qui date un peu des années 2000 et qu'on a mis en place et qu'on développe encore davantage du fait de cette crise sanitaire. On a beaucoup de pédagogie par projet. Je vous parlais de travail d'équipe, savoir travailler ensemble, savoir s'appuyer sur l'autre, savoir comprendre ses forces, ses faiblesses. Voilà, ça passe par ce type de pédagogie. On s'appuie sur des bibliothèques numériques, sur une plateforme d'auto-formation. Alors, il y a le logiciel Katia, il y a une plateforme numérique qu'on appelle Moodle et sur laquelle travaillent les étudiants. Voilà, c'est tout un dispositif numérique qui est mis à disposition des étudiants pour qu'ils puissent aussi travailler en auto-formation. Et enfin, une formation par compétences qui est, voilà, où ils sont même de s'interroger sur ce qu'ils font là, ce qu'ils vont voir, ce qu'ils apprennent, à quoi ça va leur servir pour leur futur métier. Et voilà, on a même des présentations par les entreprises de métiers pour qu'ils puissent réfléchir aux compétences qu'ils acquièrent et puis et pour donner un sens finalement aux études qui suivent. Alors,
pour terminer, je vous présente ici le référentiel de compétences de l'EPF. Alors, ce référentiel de compétences, c'est le fruit d'une discussion qu'il y a eu avec à la fois le comité de direction et puis les enseignants, enseignants-chercheurs de l'école pour dire ce qu'est l'ingénieur EPF et ce qu'il doit être à l'issue de la formation. Donc voilà, il y a un certain nombre de thématiques, hein, vous le voyez sur ce schéma. Pour aboutir à cela, il y a un certain nombre d'étapes. Il y a une formation académique progressive. Donc là, on rentre en première année sur une formation qui est plutôt fondamentale, hein. C'est vrai que c'est pour ça que c'est important de donner un sens, parce que bon, ils vont voir des maths, ils vont voir de la physique, ça peut être ingrat, ça peut être interrogeant, mais voilà, il y a le besoin de passer par cette formation académique. Il y a parallèlement la connaissance des milieux professionnels. Alors, elle se développe au cours des années, mais elle apparaît dès la première année, par des présentations d'entreprise, par des visites même, hein, je pense que Sandrine, tu pourras en parler. Et puis, il y a toute la réflexivité du développement personnel du futur ingénieur, c'est-à-dire qu'il faut ou du futur assistant ingénieur, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'interroge sur là où il en est, les compétences qu'il a acquises, ce qu'il connaît moins, là où il est à l'aise, là où il est moins à l'aise, là où il doit faire des efforts, là où il n'a pas assez travaillé. Bon. Et c'est le rôle de Marie-Pierre et de Sandrine qui accompagnent les étudiants dans ce développement personnel. Voilà, alors je vais passer la parole, je ne sais pas, peut-être à Marie-Pierre, voilà, qui va vous donner plus précisément ce qu'ils réalisent au cours de la première et de la deuxième année. Alors, on vous a dit une formation académique progressive, donc il y a une marche à franchir entre le lycée et l'enseignement supérieur. Cette marche, il y en a même plusieurs. Il y en a une première pour le cycle préparatoire, donc première année, deuxième année de la formation technologique ou même du bachelor. Ça représente les semestres 1 à 4 et c'est là qu'on va mettre en place toutes les bases fondamentales, tous les concepts fondamentaux en maths, en physique, en sciences de l'ingénieur, en informatique, également en sciences humaines et sociales et en langue. La troisième année qui démarre le cycle ingénieur, elle va être plus consacrée à l'approche système, à la modélisation. On continue quand même un peu de concepts scientifiques avec des modélisations, beaucoup plus de projets, des systèmes en système de communication, régulation, du dimensionnement et de l'ingénierie système. Et les 2 dernières années vont être de l'approfondissement, de la contextualisation et appliquer un secteur d'activité qu'ils vont choisir parmi 8 majeurs proposés. Voilà, donc c'est eux qui font ce choix-là en 4e et 5e année, sachant que la 3e année est une année encore généraliste où ils voient un petit peu tous ces modules et toutes ces spécialités. Ils abordent déjà tout ça en 3e année. Voilà, donc le cycle préparatoire, puis le cycle ingénieur. Alors, pour les bachelors, avec une petite spécificité, Sandrine. Voilà, pour les bachelors, la formation est différente puisqu'on est sur une formation qui se passe en 3 ans. Donc, la première année étant commune à 80% avec la formation de formation FT, on est sur les bases scientifiques, les concepts fondamentaux, où on va rajouter la coloration énergie dès le départ, dès la première année. À la suite de ça, la 2e et 3e année sont aussi sur des approches système modélisation avec
des approches aussi de dimensionnement, mais là, au niveau du programme, on va vraiment aborder les notions d'efficacité énergétique, l'énergie sous tous les sens avec tous les systèmes. Donc, une contextualisation très forte avec une approche terrain beaucoup plus importante. À la fin du cycle bachelor, les étudiants vont avoir la possibilité d'aller directement sur le marché du travail ou de faire des formations externes à l'EPF, ou bien d'aller sur les formations, les majeures qui sont proposées à l'EPF. Et donc, j'ai sélectionné les 3 formations vers lesquelles les étudiants pouvaient se diriger par la suite. Donc là, une première année aussi qui est une marche importante à franchir, comme dans le cas précédent, puisque de nouvelles approches, de nouveaux concepts sont à prendre en compte. Alors, on vous a parlé de la connaissance des milieux professionnels. Alors, cette connaissance, elle passe notamment par des stages, 4 stages obligatoires dans le cursus ingénieur. On détaillera tout de suite après pour le bachelor. Donc, 4 stages obligatoires, dont le premier à la fin de la première année. Donc, qui s'appelle le stage d'exécution. 4 semaines consécutives à faire entre début juillet et fin août. Alors, il y a marqué 2020, mais c'est 2021, évidemment. Et le rapport et la soutenance de ce stage se font en 2e année, donc ça sera en octobre 2021. Entre la 2e année et la 3e année, là, c'est un stage d'engagement citoyen. Donc, une expérience citoyenne de terrain. L'idée, là, c'est vraiment d'aller s'ouvrir l'esprit sur un tas de choses qui représentent l'engagement citoyen, la connaissance des réalités sociales, des sensibilisations. On voit les étudiants très changés à l'issue de ce stage-là. C'est aussi une des valeurs de l'école que de former des ingénieurs citoyens qui connaissent le monde qui les entoure et qui participent. Alors, là, c'est 6 semaines à réaliser au cours de l'été, entre la 2e année et la 3e année, avec un rapport de 6 pages en anglais et en français à rendre pendant la 3e année. Enfin, le stage élève ingénieur en 4e année qui, lui, est de 15 semaines minimum. Et le stage de fin d'études qui est de 21 à 26 semaines et qui se fait sur le dernier semestre, le semestre 10 de la formation. Alors, attends, je me permets parce qu'il manque un petit encore que j'avais rajouté qui consistait à dire qu'il faut rajouter au cours de tous ces stages une validation d'un semestre à l'international avec un TOEIC à obtenir avec un score de 815, un niveau B2 pour l'instant. Ah ben voilà, pardon. C'est en haut. Oups, c'est en haut. C'est ici, pardon. Voilà, donc il faut qu'au cours de ces 46 semaines minimum, un semestre à l'international soit validé, un niveau B2 en anglais qui correspond à un score de 815 au TOEIC, et nous avons mis en place une certification Voltaire en 3e année. Donc la certification Voltaire, c'est un petit peu l'équivalent du TOEIC, c'est un niveau requis en expression française. Concernant les bachelors, donc la connaissance du milieu professionnel est aussi quelque chose de totalement indispensable. Ici, elle va se faire d'une façon totalement différente. Alors, en première année, on va avoir un stage, le stage d'exécution, qui lui aura une durée différente par rapport au cas précédent, puisque là, c'est 6 semaines consécutives qui sont prévues. Donc, toujours entre juillet et fin août 2021 et non 2020. Ensuite, les étudiants de la formation bachelor en efficacité énergétique vont avoir une première expérience internationale qui remplace finalement le stage engagement citoyen. Enfin, pas un remplacement, c'est quelque chose de totalement différent. Ici, il y a une immersion de 10 semaines environ dans une université partenaire. Donc, cette année, le partenaire avec qui on a mis en place cette immersion, c'est l'UPF de Fès, qui est basé donc au Maroc, un partenaire de longue date pour l'EPF avec lequel on a participé sur plusieurs actions, notamment participation à des challenges internationaux autour de la gestion des énergies renouvelables et du bâtiment. Donc un partenaire qu'on connaît bien et qui va accueillir nos étudiants de la formation bachelor. Et donc dans le cadre de cet accueil,
durant 10 semaines, donc une vraie immersion, des cours et des projets communs avec les étudiants de la formation UPF, la venue des enseignants de l'EPF aussi sur le campus de notre partenaire, afin d'assurer la continuité pédagogique. Donc ici, on ne va pas avoir de rapport à l'issue de cette expérience, sauf un rapport d'étonnement par rapport à l'expérience internationale, mais on va avoir vraiment une continuité de formation. Les cours qui sont prévus dans le cadre de la formation bachelor seront assurés à l'UPF afin de permettre une ouverture des étudiants. Enfin, la 3e année, le schéma de lien avec l'entreprise va être très renforcé puisque on passe sur une année de formation par alternance. Donc, le premier semestre sera une alternance régulière entre des moments à l'école et des moments en entreprise, pour se finaliser au second semestre sur une immersion totale en entreprise avec ce qu'on appelle le stage de fin d'études ou le projet de fin d'études. Donc, pendant tout un semestre, les étudiants seront présents en entreprise et pourront consolider leur expérience. Ici, sur les aspects complémentaires à la formation, il y a aussi l'obtention d'un niveau minimum au TOEIC qui est là un score de 785 pour l'instant. Peut-être que ce score sera évolutif dans les années à venir, mais pour la promo en cours, ce sera un score de 785 qui permettra d'avoir la possibilité d'aller à l'étranger sans aucune difficulté pour travailler. Et une certification Voltaire qui est elle aussi prévue afin d'assurer un niveau minimum en expression française. Alors, les enjeux de cette première année, il y en a pas mal. C'est une année de transition, une année d'adaptation, une année aussi d'engagement pour faire la preuve que le jeune étudiant qui est là a le potentiel pour devenir ingénieur dans des tas de domaines avec une multitude de compétences. Donc, cette transition du secondaire au supérieur, elle passe par s'habituer, acquérir de l'autonomie, découvrir de nouvelles pédagogies, mais aussi répondre à de nouvelles exigences qui ne sont pas celles du secondaire. Donc, un engagement bien supérieur en termes de travail personnel et d'assiduité, et puis d'attention permanente sur tout ce qu'on leur propose dans leur emploi du temps de la semaine. Alors, on vous a dit, hein, on veut former des étudiants acteurs de leur formation à travers ces nouvelles pédagogies, donc à les rendre de plus en plus autonomes en utilisant différents outils qu'on va vous détailler un peu plus par la suite. Et pour ça, ils peuvent s'engager aussi auprès du tutorat qui a lieu toutes les semaines pour tous les modules. Ce sont des moments de soutien et d'entraide collaborative avec des étudiants de 3e année pour les étudiants de 1re et de 2e année. Voilà, donc qui a démarré déjà depuis le 28 septembre. Alors, concernant l'organisation, comment, d'une façon concrète, les étudiants vont s'organiser dans leur quotidien, on utilise des plateformes et notamment, on utilise la plateforme, le site internet MyEPF où toutes les informations sont recensées, notamment l'emploi du temps qui est une variable clé dans notre organisation. Les données personnelles des étudiants sont aussi présentes, c'est-à-dire les notes, les bulletins, leur parcours, c'est-à-dire les stages qu'ils auront pu réaliser, les différentes expériences, comment ça se passe au niveau du quotidien. Cet emploi du temps est par contre très évolutif et le contexte rend l'emploi du temps évolutif. Donc, il est à regarder tous les jours et les étudiants sont bien sensibilisés sur cette variation au niveau de leur planning. Ensuite, comme ça a été présenté précédemment, il y a un vrai travail qui a été fait autour des innovations pédagogiques et avoir des supports numériques qui puissent être adaptés pour aider nos étudiants à avoir une formation qui puisse vraiment leur permettre d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Donc, on utilise la plateforme Moodle, qui est un lien des enseignants vers les étudiants, mais ce n'est pas seulement dans une seule direction, c'est aussi un lien des étudiants vers les enseignants. Il peut y avoir donc les rendus de devoirs, les rapports, mais aussi des forums qui sont mis en place, des moments d'échange aussi qui sont faits entre les étudiants et les enseignants afin de pouvoir creuser certains éléments de cours.
Sur cette plateforme, on a aussi mis en place des modules d'auto-formation. L'auto-formation a une vraie place dans l'école et cela permet aussi aux étudiants d'avoir le temps de se former sur les prérequis de leur diplôme. Enfin, il y a certains créneaux qui sont réservés à des matières très spécifiques. Par exemple, dans le cas des langues vivantes, donc l'anglais, vous avez vu que pour les 2 formations, l'anglais, il y a des exigences. Hein. Le niveau TOEIC est quelque chose d'obligatoire à atteindre. Donc, il y a un temps qui est consacré tous les jeudis matins au niveau de l'anglais, avec des groupes de niveaux qui sont faits entre les premières et les deuxièmes années, afin de leur permettre de progresser pour atteindre les objectifs et les scores de TOEIC qui ont été fixés. Et enfin, le jeudi après-midi, c'est un moment qui est réservé aussi à leur épanouissement personnel, donc le sport, la vie associative, ce qui leur permet de développer des projets autres que la formation, mais d'avoir des compétences aussi qui peuvent être intéressantes dans le cadre de leur formation assistant ingénieur ou ingénieur. Alors, bien entendu, nous les évaluons de façon diverse. On a vraiment une multitude d'évaluations au sein de l'EPF, des évaluations individuelles qui portent essentiellement sur les connaissances et qui prend la forme de contrôle continu en séance. Alors, ces contrôles continus peuvent être des petites interros de connaissances sur un cours qui a été préparé un petit peu en amont, en asynchrone par les étudiants. Ça peut être des petits tests flash sur les choses qui ont été vues sur les séances précédentes. Le contrôle continu, il a une fréquence très importante dans ces formations, dans nos formations, surtout en première année. Donc, il faut faire très attention de ne pas prendre de retard, de s'y mettre très vite. Mais l'objectif, c'est aussi de les accompagner dans un rythme qui est différent et de les accompagner vers cette transition vers le supérieur, voilà, en multipliant les contrôles continus. Il y a aussi des évaluations qui peuvent être collectives et différentes. Alors, il y a les évaluations sur la démarche scientifique, sur le raisonnement. C'est important pour nous de leur apprendre à raisonner et à résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Donc, ces évaluations, elles sont sous forme de partiels au cours du semestre, sous forme d'examen à la fin de chaque semestre, sous forme aussi de bureaux d'études. Donc, les bureaux d'études, c'est résoudre un problème contextualisé, complexe, par petits groupes de 3, en temps limité et avec peu de guides, on va dire. C'est-à-dire que c'est à eux à mettre en place leur démarche, leur raisonnement pour arriver à un résultat, pour l'analyser, pour le critiquer. Voilà, donc c'est une évaluation qui est très différente des précédentes. On évalue aussi tout ce qui est présentation, rédaction, communication, avec des rapports de projets, de stages à rédiger, des soutenances à faire en individuel ou en collective sur des projets, sur des stages, sur différentes choses. Tout est bon à communiquer. Et il y a aussi les compétences transversales qui sont, elles, évaluées à toutes les séances et par tous les enseignants. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que sont ces compétences transversales. C'est ce qu'on appelle les savoir-être, qui suscitent de plus en plus d'intérêt au niveau des entreprises, qui sont évidemment valorisées dans tous les protocoles de recrutement et dès les stages d'ailleurs. Ce sont des compétences, donc, comme je vous l'ai dit, qui sont évaluées par tous les enseignants et à toutes les séances. Les étudiants les connaissent, le savent. Ils s'auto-évaluent également, donc ils l'ont fait hier, pendant une séance un peu particulière. Donc, ils se sont auto-évalués. Ils ont mis leurs propres commentaires sur chaque compétence. Donc, c'est ça aussi qui contribue à ce développement personnel, à cette réflexivité sur quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, quelles sont mes pistes d'amélioration.
Donc, on va les aider là, on va leur fournir des bilans personnalisés, des retours de ces évaluations de compétences transversales par l'équipe pédagogique. Ils seront reçus plusieurs fois dans l'année pour des rendez-vous individuels au cours desquels je leur présente ces bilans. On compare le bilan de l'équipe pédagogique avec leur auto-évaluation. On cible les points forts, on cible aussi les points d'amélioration pour leur permettre d'avancer et de progresser toujours de façon très bienveillante et positive. Alors, bien entendu, qui dit évaluation dit bulletin. Alors, ce bulletin et le contenu de la formation, vous pouvez les trouver dans MyEPF. Ils y ont accès. Il évolue au fur et à mesure. Il se présente de cette forme-là. Donc, chaque semestre est réparti en 4 ou 5 unités d'enseignement, les UE, qui sont en bleu, chaque UE contient un certain nombre de modules et à chaque UE sont attribués des crédits ECTS. Alors, la grosse différence avec le secondaire, c'est que chaque UE doit être validé. C'est-à-dire que pour pouvoir valider le semestre et les 30 crédits du semestre, pour pouvoir valider les crédits attribués à l'UE, il faut avoir 10 à l'UE. Donc, par exemple, mathématiques pour l'ingénieur, pour pouvoir le valider, il faut avoir au moins 10 de moyenne à cette UE, sachant que dans chaque UE, il y a une compensation possible entre les modules. Mais il y a aussi des notes éliminatoires. Donc, la note éliminatoire, elle est à 6. Si un étudiant a moins de 6 ou moins de 6 dans une UE, il doit obligatoirement la repasser en rattrapage. Pour pouvoir valider l'année, on vous le développera un peu plus en détail ensuite, il faut obtenir les 30 crédits CTS par semestre. En bas du bulletin sont notées les absences excusées, les absences non excusées. Alors attention évidemment aux absences. Et il n'y a que 3 absences justifiées permises par semestre et par langue vivante. Au-delà de ces 3 absences, c'est un 0 sur le bulletin, c'est un rattrapage obligatoire concernant les langues. Alors, c'est évident qu'il faut éviter d'avoir trop d'absences au moment du jury de fin d'année. Alors, quelles sont les modalités de passage en année supérieure? Donc, pour passer en année supérieure, il faut avoir validé 60 crédits ECTS, 30 au premier semestre et 30 au deuxième semestre. Voilà comment se passe l'année, se déroule l'année. Donc, pour le premier semestre, qui a démarré au mois de septembre, il va y avoir en janvier, donc du 4 au 15 janvier, les examens de fin de semestre. À la fin de ce mois de janvier, début de février, un bilan est fait de toutes les notes initiales, contrôle continu, TP, travaux pratiques, bureau d'études, partiels, les notes des examens, et là, une première commission avant rattrapage pour déterminer les étudiants qui vont devoir passer certains modules en rattrapage. Donc, le rattrapage aura lieu au cours du mois de au cours du mois de mars. Au cours du mois de mars, session de rattrapage du premier semestre. Et à l'issue de ces rattrapages, une autre commission ECTS qui attribue le nombre de crédits du premier semestre. Attention, alors mi-mars arrive cette commission ECTS, à peu près mi-mars, avec validation ou pas du premier semestre. Et date limite d'inscription sur Parcoursup parce que, en post-bac, ils ont encore cette possibilité de s'inscrire sur Parcoursup et on leur demande de le faire systématiquement parce que ça leur permet d'avoir un plan B en cas d'accident de parcours, en cas d'envie de réorientation ou d'obligation de réorientation à l'issue de cette année.
Pour le semestre 2, le principe va être un petit peu le même. Donc, des examens de fin de semestre, une première commission avant rattrapage, une session de rattrapage, une autre commission après rattrapage, qui nous amène à la fin du mois de juin. L'année se termine avec le jury de fin d'année, le jury de passage, début juillet, qui décide d'un passage en année supérieure, d'un redoublement potentiel ou d'une réorientation si le nombre de crédits obtenus n'est pas suffisant. Voilà, donc vous voyez vraiment une année d'adaptation, d'engagement, avec beaucoup de nouveautés. Pas de questions toujours? Pas de questions. Une petite présentation des jurys de l'an passé. Alors, tout d'abord, pour vous dire qu'en cette rentrée 2020, nous avons accueilli en première année de la formation technologique, donc FT1, 29 étudiants. Parmi ces 29 étudiants, 24 sont inscrits à l'EPF et 5 sont inscrits à l'EXI de La Rochelle, une école partenaire du concours à venir. En bachelor efficacité énergétique, 4 étudiants pour cette toute première promo. En deuxième année de la formation technologique, 25 étudiants qui se répartissent en 23 EPF et 2 de l'EXI. Et une petite vision de ce qu'ont été les jurys de juillet 2020. Donc, en première année, nous avions 27 inscrits. Il y a eu 21 passages en année supérieure, 2 démissions d'étudiants qui ont souhaité se réorienter, 3 exclusions pour un nombre de crédits insuffisant, 1 redoublement, ce qui donne un taux de réussite de 78%. Alors, à titre de comparaison, mais chaque année, quand même, chaque promo est différente. On avait 69% en 2019. Et pour les deuxièmes années, voilà, un taux de réussite qui est supérieur. Ils ont compris, ils sont dans le rythme. C'est un petit peu différent. Voilà, donc voilà, ici, vous pouvez retrouver toutes les personnes qui suivent vos enfants au cours de cette formation. Donc, il y a Sandrine Pincemin pour le bachelor, moi-même pour la formation technologique. On a une responsable des langues qui est Karine Hills, une responsable de l'international, Gemma Allegria, un service de scolarité qui gère les absences, les examens, les notes, une responsable de la vie associative, Nabila Kachour. Alors, j'ai aussi cette casquette-là sur le campus de Montpellier, de référent handicap et de mise en place de tous les aménagements qui peuvent être nécessaires à la réussite et à l'épanouissement des étudiants en situation de handicap. Merci beaucoup. On va pouvoir maintenant être disponible pour répondre à vos questions. Peut-être je vais laisser la slide précédente pour les contacts. Pour les contacts, la présentation sera disponible et pourra être vue. Alors, il y a une question autour du dernier jury de passage début juillet. Oui, alors en effet, le dernier jury, le jury de passage est au mois de juillet, alors même qu'une réorientation, lorsqu'elle est nécessaire, il faut la préparer dès le mois de mars. Donc c'est pour ça qu'à l'issue du premier semestre, les étudiants sont reçus. Déjà, ils ont un bilan du premier semestre, validation ou pas de ces fameux crédits ECTS par semestre. Les étudiants qui sont en difficulté ou qui sont même un peu justes, ils sont reçus systématiquement et il y a un bilan qui est fait et un accompagnement sur une inscription à une formation, à une autre formation au cas où ils ne réussiraient pas leur année. Et ils sont accompagnés dans cette inscription et dans cette réorientation systématiquement. Alors, en effet, il y a cette possibilité d'échec, vous l'avez vu au niveau de ces pourcentages, hein, mais il y a 2 choses qu'il faut savoir, c'est qu'ils pourront s'appuyer sur l'année qu'ils ont effectuée à l'EPF pour rebondir, parce que c'est une année où ils apprennent beaucoup de choses, à la fois sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan méthodologique, donc ils pourront s'y appuyer dans le futur.
Et le deuxième point, c'est qu'ils sont véritablement accompagnés, c'est-à-dire on ne les laisse pas sans rien à la fin de l'année s'ils sont réorientés. Et ils sont systématiquement accompagnés dans cette réorientation. Et il y a une autre question concernant le passage et notamment le seuil des crédits ECTS. Est-ce qu'il y a un seuil de crédit ECTS minimal pour bénéficier d'un passage en deuxième année ou d'un redoublement? Alors, pour passer en année supérieure, il faut avoir les 60 crédits ECTS de la formation de première année. Donc, il y a pas de, c'est pas 59, c'est pas 58, c'est 60 crédits ECTS. Alors, il y a certains étudiants qui arrivent en jury avec moins de 60 crédits ECTS. Le jury, en fonction de la présentation du cas, des discussions qu'il peut y avoir avec les enseignants, le jury peut valider les ECTS manquants. Donc, soit le jury valide ces ECTS manquants pour permettre d'arriver à 60 crédits ECTS et de passer en année supérieure. Si le jury estime que, suite à la présentation du cas, eh bien, on ne valide pas ces crédits manquants, à ce moment-là, il y a une question qui se pose au jury. Est-ce qu'on pense que moyennant un redoublement, c'est quelqu'un qui va réussir à l'EPF? Dans le cas contraire, c'est une réorientation qui est proposée. Mais en général, il n'y a jamais de surprise en fin d'année. L'étudiant a été reçu régulièrement et voilà, il a été accompagné. Et on ne découvre pas au mois de juillet qu'il y a un problème avec un tel ou un tel. Ensuite, il y a une question autour de nos premières impressions autour de cette nouvelle promotion. Donc, je réponds au départ pour les bachelors et je laisserai Marie-Pierre continuer avec la formation technologique. Donc, au niveau des bachelors, c'est une première formation puisque nous sommes sur la première promotion du bachelor efficacité énergétique. Et donc là, on sent avec cette promo composée de 4 étudiants, de l'envie, un choix très, très fort autour de cette formation. Et donc l'engagement correspond aux attentes que l'on peut avoir sur ce bachelor. Donc voilà, une forte envie de la part des étudiants. Donc c'est plutôt très positif pour un démarrage. Alors pour la formation technologique, les retours de l'équipe pédagogique sont très positifs également. Donc c'est une promotion qui fait preuve de beaucoup de motivation. On sent une envie, on les sent contents d'être présents sur le campus, contents d'être en cours. Parfois ils sont surpris, parfois ils sont un petit peu perdus, mais voilà, c'est des premières années, donc on les accompagne. Et pour l'instant, il y a une très bonne cohésion dans la classe. Et ça y est, un début de collaboration entre eux, des petits groupes qui se créent. Ils travaillent ensemble sur le campus quand le cours est terminé. Donc, une bonne première impression. Alors, il y a une question sur la réorientation et ce vers quoi ils se réorientent. C'est très très variable. Il y a des étudiants qui ont envie qui se sentent pas très bien dans une formation généraliste ou qui ne s'y retrouvent pas, donc qui ont envie d'aller dans une formation qui est plus spécialisée. Alors il y en a qui s'orientent plus dans l'informatique. Il y en a qui bifurquent sur des formations plus courtes. Il y en a qui changent complètement de domaine, il y en a qui vont faire plutôt dans des études d'art, c'est arrivé. Bon, c'est très variable, mais ça, c'est voilà, ils sont reçus, c'est discuté, c'est bon, et puis on répond quelque part à leur envie. Alors on a des partenaires, on a des écoles partenaires, et puis on va bien entendu les orienter dans des écoles partenaires en priorité, des écoles d'informatique ou même d'autres écoles généralistes. Voilà, mais bon, ça dépend vraiment des cas. Donc, il y a une question qui concerne justement toujours ces réorientations possibles, les difficultés que peuvent avoir les étudiants. Est-ce qu'il y a des alertes qui sont faites aux parents ou est-ce qu'on considère que les étudiants sont suffisamment adultes pour en parler eux-mêmes à leurs parents?
Alors, ben, c'est ce qu'on fait dans un premier cas, c'est-à-dire qu'on met en place avec eux, dès le début de l'année, dès leur arrivée ici, une relation de confiance d'adulte à adulte. Donc, c'est avec eux qu'on en parle dans un premier temps. Mais c'est évident que certains parents sont contactés, ben parfois c'est vous qui nous contactez aussi, hein, quand vous voyez apparaître des notes, des résultats, quand il y a parfois des étudiants qui ont des doutes, qui se mettent à douter. Voilà. Mais sinon, évidemment, voilà, comme on vous le disait tout à l'heure, il n'est pas question d'arriver au moment du jury et d'avoir des surprises et d'avoir des choses qu'on n'a pas et qui n'ont pas été anticipées. Oui. Moi, ce que je vous conseille, c'est bon, bien entendu, on va pas contacter les parents, mais pas systématiquement. Maintenant, si vous avez des doutes, si vous avez un questionnement, voilà, vous pouvez appeler un responsable pédagogique et puis il va bien entendu répondre à vos questions, vous rassurer ou pas, et voilà. Et ça, il ne faut pas hésiter, bien entendu. Alors, il y a une question sur actuellement la situation et le fait de maintenir ou pas les cours en présentiel. On pense que le présentiel est indispensable, en particulier en première année. Alors là, vous avez la chance d'avoir des étudiants qui sont dans des petites classes. Donc c'est volontairement ces deux formations, que ce soit bachelor ou les formations technologiques, ce sont des classes à effectifs limités et les contraintes qui sont imposées par le ministère de l'Enseignement supérieur sur l'organisation des enseignements et sur l'appropriation des espaces, en fait, on est obligé de ne pas dépasser 50% de la capacité maximum de chaque salle. Mais avec des petits effectifs, on peut garder, comme ceux qu'on a en formation technologique et bachelor, on peut garder cet enseignement en présentiel. Donc c'est ce qu'on fait et voilà, c'est une chance. Et si les contraintes qui nous sont imposées ne se durcissent pas, on poursuivra vers dans cette logique-là. Voilà, donc les cours ont lieu dans des salles qui sont beaucoup plus grandes, où les étudiants ont beaucoup plus d'espace. Avec les contraintes de port du masque, de nettoyage des mains plusieurs fois par jour au gel hydroalcoolique, voilà, comme partout. Voilà. Mais pour l'instant, ils sont en présentiel et contents d'être en présentiel. Oui. Voilà, et cette organisation-là, disons, elle est mise en place jusqu'au 1er décembre, compte tenu des dernières informations et des dernières consignes qu'on a reçues, c'est voilà, a priori jusqu'à début décembre, voire jusqu'aux vacances de Noël, ça sera cette organisation-là qui sera poursuivie sur le campus. Voilà, on a laissé une question autour des partenariats privilégiés. Alors, je ne sais pas si ça concerne les liens entreprises ou bien les partenariats privilégiés pour la réorientation. Oui, alors il y a différents partenaires, hein. Il y a les partenaires académiques. Alors les partenaires académiques, il y a bien entendu les écoles avec lesquelles on collabore pour les réorientations, mais pas que, hein, parce qu'on a des formations communes, parce qu'on a on a aussi des actions communes à l'international. Voilà, il y a ce microcosme des écoles d'ingénieurs finalement amène à des rapprochements et à des partenaires avec des gens qui nous ressemblent, quoi. Après, les partenariats, il y a aussi des partenaires avec les universités. Alors sur Montpellier, avec des laboratoires, des mines d'Alès et puis de l'université de Montpellier. Et là, c'est des partenariats qui sont des partenariats de recherche. Et voilà, ça amène des collaborations sur des recherches communes qui intéressent plutôt les enseignants-chercheurs et des étudiants qui sont en cycle master. Et ensuite, on a des partenariats avec les entreprises, alors principalement les entreprises locales. C'est vrai que ces partenariats s'opèrent principalement avec des entreprises
qui sont liées à la transition numérique, à la transition écologique ou à la transition énergétique. Parce que c'est sur ces piliers-là qu'on voilà, qu'on a investi nos formations et donc c'est principalement les énergies renouvelables, la transition numérique auprès des entreprises, le big data, etc. Et ce sont principalement des partenariats avec des entreprises Occitanie. Enfin, il y a une question autour des étudiants et la pratique du sport. Compte tenu du contexte, il y a peu de sports qui peuvent être pratiqués via le bureau des sports, l'association des étudiants. Donc, comment les inciter à pratiquer le sport aujourd'hui? C'est une question compliquée. Toute la vie associative a été stoppée. Les événements sont annulés et non autorisés. Donc, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. On a les consignes qui ont été reçues dernièrement nous ont amené à prendre cette décision d'annuler toute activité associative. Voilà, donc c'est important de préserver la santé de nos jeunes, des acteurs de l'école. Et j'espère que voilà, ça se prolongera pas dans le temps. Alors, c'est à eux, bien entendu, de faire du sport. Ça semble indispensable, en tous les cas pour certains, hein, d'aller s'aérer, de faire leur footing ou voilà, d'aller s'aérer. Et c'est possible les jeudis après-midi. Il y a toujours cette demi-journée qui est consacrée et qui est laissée libre et qui est consacrée à cela. Maintenant, on a interdit toute manifestation autour du bureau des sports, en effet. Une question autour du lien avec les entreprises et les stages. Donc, les stages sont-ils fournis au travers de la plateforme de stage d'EPF et sont-ils rémunérés? Oui. Alors, au niveau des stages, on pousse les étudiants à aller rechercher leur stage. C'est un service à leur rendre. Ils auront plus tard à rechercher un emploi, à changer d'emploi, à contacter les entreprises. Et même s'ils sont accompagnés dans cette démarche, eh bien, on leur demande d'opérer cette démarche. Donc, il y a des cours liés au CV, il y a la rédaction de lettres de candidature. Bon, maintenant, voilà, on les pousse à faire cette démarche et il n'y a pas d'étudiants qui ne trouvent pas de stage. Donc, ils arrivent au final à tous trouver un stage, en tout cas un stage ouvrier à l'issue de la fin de première année. Alors, je compléterais aussi que l'entreprise est présente à l'école avec des intervenants de cours qui sont des personnes de terrain, d'entreprise qui viennent donner des cours aux étudiants. Donc, les étudiants peuvent aussi directement solliciter ces personnes pour trouver des stages à partir du moment où les cours sont ce qu'ils souhaitent faire par la suite. Alors après, ces stages ne sont pas forcément rémunérés dans la mesure où il y a une obligation de rémunération d'un stagiaire à partir du moment où il y a plus de 2 mois de stage. Donc, c'est vrai que certaines entreprises en profitent sur ces stages courts pour ne pas rémunérer les stagiaires. Alors, il y a des stagiaires, il y a des étudiants qui trouvent un CDD, donc qui font un travail en CDD l'été dans une entreprise et qui sont rémunérés grâce à ce contrat. Et nous validons ce CDD et la mission qu'ils effectuent dans le cadre de ce CDD comme le stage de fin de première année. Mais là, c'est pas la majorité, hein. C'est un peu compliqué. Non, mais il y en a quand même pas mal, il y en a régulièrement et ça peut être un de leurs choix. La seule chose qu'on surveille, c'est les missions qui sont effectuées au cours de ce CDD. Voilà. Toutes les missions ne peuvent pas être acceptées, notamment le contact avec la clientèle. Tout à fait. Alors après, ces stages, il faut commencer à y penser au mois de mars.
au mois de mars, au mois d'avril. Voilà, Il n'y a pas d'urgence. Non, il n'y a pas d'urgence maintenant, mais mars-avril, c'est le moment de contacter les entreprises, de se faire une idée de là où on veut aller aussi. Et puis, voilà, ça laisse à l'étudiant 2-3 mois pour trouver un stage et puis pour signer une convention Voilà, ou un contrat. Il n'y a pas d'urgence, mais c'est vrai que les étudiants peuvent commencer à réfléchir à leur projet professionnel et construire ce stage, chercher ce stage dans des entreprises qui peuvent les intéresser pour la suite, afin de construire leur projet. Pour certains, l'idée du projet professionnel est très loin, mais pour d'autres, ils ont vraiment un projet professionnel déjà établi. Donc, ils ont la possibilité d'aller dans ce sens-là. Alors, on démarre quand même le deuxième semestre avec des modules qui sont tournés vers justement la recherche de stage et vers la connaissance un petit peu du milieu professionnel et industriel, connaissance de l'entreprise. Donc, ils sont accompagnés par des intervenants là aussi pour la recherche de stage. Voilà. Nous n'avons pas d'autres questions. Donc, vous avez nos adresses mail. Si vous souhaitez prendre éventuellement des rendez-vous, n'hésitez pas. Alors, si une question vient d'apparaître sur Eve, les étudiants doivent fournir un engagement personnel en dehors des enseignements. En l'absence d'activité associative possible, maintenez-vous la même exigence? Oui. Alors, ces exigences liées aux activités associatives, elles s'opèrent pour les formations technologiques, sur les 5 ans d'études. Donc, alors bien entendu, si la situation était amenée à durer, bien entendu, il y aurait une réflexion et puis un regard sur les conditions d'obtention de ces crédits. Voilà, mais je crois qu'on n'en est pas là. On est sur un temps long là. C'est pas quelque chose qui est ponctuel, qui est une injonction à un temps donné. C'est vraiment de l'investissement associatif sur un temps long. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de. Oui, puis alors, pas de restriction. On a dit que la vie associative était un petit peu en veille, mais elle existe quand même. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui fonctionnent. Qui fonctionne avec du distanciel, qui fonctionne avec de nouvelles idées. Il y a l'association, le bureau des arts, le bureau des jeux, l'association humanitaire, enfin un certain nombre d'associations. Alors évidemment, l'association sportive est un peu plus en difficulté, mais il y a des associations qui fonctionnent avec des bureaux, avec des étudiants qui sont engagés, qui ont des nouvelles idées, qui créent, qui innovent pour inventer de nouveaux événements. Et pour faire fonctionner ces associations. Et donc, alors, il y a des questions sur l'orientation du premier stage. Je crois que le premier stage, il doit répondre aussi à des envies, à une envie d'un étudiant de découvrir un secteur d'activité. Donc, bon, il y a pas de. Il y a une restriction sur la mission. Hein, il faut que la mission soit une mission d'opérateur, d'intégration à un travail, ce qu'on appelait les stages ouvriers avant, mais voilà, où on est sur des tâches plus basiques. On évite les stages où c'est uniquement du commercial ou du contact avec la clientèle, mais sinon, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Hein. Oh oui, c'est très varié. Oui. Et oui, c'est faisable à l'étranger. Et c'est faisable à l'étranger également. Alors, c'est loin d'être majoritaire, mais on peut très bien envisager un premier stage à l'étranger, bien sûr. L'idée de ce stage d'exécution, c'est la découverte de l'entreprise, du monde de l'entreprise, de la structuration d'une entreprise, comment fonctionne une entreprise, quelles sont les différentes catégories de salariés, quelles sont les instances qui sont présentes. Voilà, c'est l'idée de ce premier stage. Bien, bah écoutez, merci de votre présence à distance. C'est un exercice un peu particulier. On a l'habitude chaque année d'avoir
les parents dans l'amphi. C'est d'ailleurs un moment très agréable. J'espère que, pourquoi pas, on pourra vous accueillir sur le campus, peut-être individuellement à un moment donné. En tous les cas, vous pouvez en faire la demande. Vous serez accueillis. Et encore une fois, si vous avez des questions sur le déroulé de la formation, sur notre fonctionnement, contactez les responsables pédagogiques, les responsables de promotion, hein, soit Sandrine Pincemin, soit Marie-Pierre Cuminal. Et voilà, on vous répondra et on essaiera de répondre à vos questions et vous rassurer s'il y a besoin. Voilà. Bien, Merci beaucoup. Merci à vous et puis bonne continuation.